vais vous parler de True Detective. Alors du coup, on va faire un exercice différent. Je ne suis pas critique littéraire ou ni critique de film. Et donc les vidéastes qui font profession d'être critique, peut-être vous aurez un avis sur ce que je vais faire et vous pourrez me balancer tous vos griefs, mais je vais quand même le faire. Alors, True Detective saison 4 qui est sorti il y a peu de temps cet été. J'étais super heureux de démarrer le visionnage. Un polar au féminin, au pôle Nord, qui démarre avec toute une équipe de chercheurs morts, congelés, collés les uns aux autres, nus, en plein air. Un joli mystère, dans une photographie d'un autre monde, ambiance un peu The Thing de John Carpenter avec Jodie Foster. Moi j'aime beaucoup Jodie Foster. Je suis client de cette proposition, antithèse intégrale de la saison 1 que je vous recommande, et que j'avais aimé découvrir il y a 10 ans. Alors, premier indice de l'enquête. Alors, pardon, je vais vous spoiler. Une langue humaine est retrouvée dans la base scientifique désormais déserte. Bah dis donc. Donc, je vais divulgacher toute la saison parce que je ne peux pas faire autrement pour faire ici une critique rationaliste, bien sûr, d'un programme dont l'obscurantisme m'a écœuré. Parce que c'est pour ça que j'en parle. La saison 1 avait déjà été critiquée pour le personnage de Rustin Cole, athée, nihiliste, dépressif, désemparé, désagréable et négatif, dont la non-croyance est au centre de l'écriture, alors même que les athées restent une population très mal vue aux États-Unis. Je ne pensais pas qu'on aurait pire. On avait de la marge. Le scénariste des 3 premières saisons, Nick Pizzolatto, a fait savoir qu'il n'aimait pas du tout la 4e, et j'ai vu sur Télérama un ou une journaliste, et j'aurais dû vous mettre le lien de l'article, mais je ne l'ai pas mis, et pardonnez-moi, mais vous pourrez le trouver. J'ai vu une journaliste ou un journaliste s'en prendre à lui avec une rhétorique qui consiste à lui reprocher de ne pas supporter que cette saison soit féministe, sans jamais imaginer qu'elle pourrait ne pas être bien écrite. Je cite Télérama. Au-delà de l'aspect narcissique et génial, ce triste geste est une double idiotie. D'abord parce qu'il soutient volontairement ou pas un mouvement de rejet au relents sexiste de cette saison féministe très engagée, oui, porteuse d'un message sur les violences faites aux femmes, oui, en particulier autochtones, oui, aux États-Unis. Ensuite, parce qu'il témoigne d'une ignorance de cette tradition de transmission qu'Issa Lopez, celle qui a écrit et réalisé, respecte, elle, à la lettre, peut-être même un peu trop. Dans cette saison, par ailleurs intrigante et solidement incarnée, aurait gagné à s'éloigner un peu plus des codes de True Detective. Fin de citation. Ce procédé rhétorique s'appelle l'empoisonnement du puits. Pizzolatto a forcément tort, car il est idéologiquement compromis et ne comprend rien. C'est une fallacie. Bon, mettons de côté ça, le côté rhétorique qui était amusant. Revenons sur la saison 4. Pourquoi je vous en parle, pourquoi ça m'a dérangé. Elle est dans l'effet féministe, mais notez bien que féministe ne signifie pas intelligent, bien écrit, bien développé et crédible, parce que cette saison, elle n'est rien de tout ça. Bon. Alors, du coup, je vais spoiler. L'histoire dénonce la corruption et la toute-puissance de l'argent des grosses entreprises qui polluent, spolient les peuples autochtones, les empoisonnent et répondent à leurs revendications par la violence. Je précise que je ne suis pas gêné par ce message. C'est très bien, il est très très bien ce message. Maintenant, notre intrigue policière commence avec des hommes nus dans la glace, qu'on expose dans un gymnase le temps qu'ils décongèlent. Bon, ça donne lieu à des scènes sympas visuellement, mais la justification me paraît limitée. L'un de ces bonhommes survit, bizarrement, mais son agonie prochaine, parce qu'il meurt très vite, est montrée avec zéro empathie. Il devient une sorte de monstre qui parle à la partie médiumnique d'Évangéline, l'une des deux héroïnes. Et oui, parce que c'est important. Les visions envahissantes d'Évangéline, et même celles de Lise, sa collègue athée, nihiliste, dépressive, désemparée, désagréable et négative, ça nous rappelle ce qui était le moins réussi de la saison 1. Ces visions, donc, seront le moteur de l'enquête, avec des spectres hideux qui hurlent et qui pointent le doigt, et de mystérieuses oranges. L'histoire avance au rythme de Ta gueule, c'est magique. Et c'est pas ce que j'attendais d'un polar. Bon. Les 2 crimes résolus lors de cette saison sont le meurtre d'Annie, une autochtone qui découvre que les scientifiques de la base sont complices de la pollution générée par l'usine du coin et qui se venge. Pour ça, elle se glisse dans la base, jusqu'à une salle secrète qui n'a aucune raison d'être secrète, sauf pour la scénariste. Là, elle détruit le matériel et les résultats
de l'équipe qui travaille sur les micro-organismes prisonniers de la glace dont l'ADN renferme les secrets et remèdes à toutes les maladies. Oui, c'est con, mais on a le droit. Et puis, en pleine nuit, elle est surprise, là, par le chef de la base, un type qui a consacré toute sa vie, qui s'est coupé du monde, à la recherche de cette panacée qui fera du bien à l'humanité entière. Et là, ce monsieur, à ce moment-là, quand il voit ce qu'elle fait, il la massacre à grands coups de forêt. Le forêt qui creuse la glace, oui, c'est con. Après quoi, tous les hommes blancs de la base arrivent dans la pièce et participent à la mise à mort de la victime parce que... disons que c'est sans doute parce que c'est ce que ferait un groupe de chercheurs qui consacrent tout leur temps à étudier l'ADN qui pourra sauver des millions de vies. Bref, ils sont coupables, on nous le montre, ça dure 10 secondes à la fin, c'est comme ça. Et 3 ans plus tard, ces messieurs sont tous zigouillés à leur tour par un commando de femmes autochtones armées de fusils qui leur ordonne de se déshabiller dans le blizzard et les emmène en camion dans un endroit où ils pourront tranquillement mourir de froid, figés dans des postures non crédibles. Nos enquêtrices, qui par ailleurs sont complices du meurtre de sang-froid d'un autre sale type qui venait de tuer sa femme, ne dénonceront pas le gang des justicières. Nous avons affaire à une apologie de la justice personnelle définitive. Après cela, Évangéline, dont la sœur s'est suicidée au milieu de la saison, se suicide également dans la plus grande sérénité et rend visite sous forme de fantôme à Lise qui boit un café sur sa terrasse et qui est passée de non-croyante, vociférante et menaçante à gentille endoctrinée dans le dialogue avec les morts. Vive le suicide. Le premier indice de la saison, vous vous en rappelez ? La langue. C'était celle d'Annie, prélevée sur son cadavre 3 ans plus tôt. Et je suis bien incapable de vous dire qui l'a coupée, qui l'a conservée pendant tout ce temps et qui l'a posée là pour que la police la trouve et pourquoi. C'était le premier indice, le point de départ, le lien entre la base scientifique et la pauvre Annie tuée 3 ans plus tôt. Et un scénariste n'est pas censé nous faire un tel bras d'honneur avec ce qui constitue le contrat narratif d'une histoire policière. Bref. Ce qui est vrai de ce premier indice est vrai aussi par la scène d'introduction de la saison qui nous montre un troupeau de rennes dans le Grand Nord qui, sans aucune raison apparente, se met à paniquer et se jette soudain dans le vide. Ce qui nous fait une scène mystérieuse, un peu angoissante. Les rennes meurent tous. On n'en entend plus jamais parler. On ne saura jamais pourquoi cette scène existe. À la limite, ils ont du bol. Ils auront échappé aux 6 pénibles épisodes qui suivent. Bon, alors là, je vous ai tout spoilé. On peut revenir un petit peu à une critique. J'aime la science-fiction et la fantasy. Vive la magie, les fantômes et toutes les entorses aux diverses lois de la physique au service d'une histoire à raconter. J'irai plus loin. Je veux que les vaisseaux spatiaux fassent du bruit dans le vide. Je trouve ça plus sympa. Je reconnais à la fiction tous les droits, y compris celui de faire de la mauvaise science et des raccourcis à la con. Mais en tant que vulgarisateur et zététicien, je me suis senti complètement trahi par un polar qui n'est pas un polar, mais un manifeste obscurantiste qui crache sur la science, qui fait l'apologie du meurtre en tant qu'acte de justice personnelle, des visions médiumniques en tant que méthode de résolution d'enquête criminelle et du suicide comme solution aux angoisses de l'existence. Le message de cette saison est doublement épouvantable s'il est défendu par dogmatisme au nom d'un projet féministe qui est aussi le sien. Je trouve parfaitement insupportable et dangereux d'encourager à penser que l'irrationnel, l'illogique, le rejet des sciences et le repli dans des superstitions est une posture valable pour le combat féministe. Sans transition.